Allô, allô, bonjour. Pour cette deuxième conférence, nous accueillons Nathan Lelay, professeur d'SVT, qui va nous parler de la phylogénétique des mobs de Minecraft. L'arbre du vivant dans Minecraft, mais qu'est-ce que c'est? Il va nous en parler. Bonjour à tous, bienvenue au festival, j'espère que vous passez une très très bonne journée. Alors aujourd'hui je vais faire ma deuxième édition d'une conférence que j'ai pu faire déjà l'année dernière, où j'ai créé à l'aide d'un ami, donc pour l'aspect scientifique j'ai été aidé par Maxence Boudjedida, sur la phylogénie des mobs de Minecraft. Alors je vais vous présenter justement, si j'arrive à passer les diapos, hop, le sommaire de la conférence. Donc tout d'abord, c'est quoi la phylogénie et comment est-ce qu'elle raconte les liens de parenté entre les êtres vivants. Ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce que je m'y suis pris pour construire cet arbre phylogénétique. Ensuite, on verra les grands groupes monophylétiques, donc les grandes familles, si vous voulez, des mobs du vivant de Minecraft. Ensuite, on va passer sur quelques mobs particuliers et emblématiques qui ne rentrent pas dans ces grands groupes qu'on va détailler. On va pas passer à côté du creeper quand même. Et ensuite, quelques caractères intéressants à explorer. Alors, petit chargement. Alors, la phylogénie d'abord pour raconter l'histoire naturelle. Qu'est-ce que c'est? Donc la phylogénie ou phylogénèse, ça permet de reconstituer l'évolution des organismes vivants et les liens de parenté qui les relient. Donc ça vient du grec phoulon qui veut dire tribu, famille ou clan, et du grec génésis qui signifie genèse, création. Donc finalement la phylogénie c'est la synthèse des clans, ce qui est un petit peu stylé quand même. Je vais vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on peut faire pour retracer les liens de parenté entre différents êtres vivants. Prenons ces trois énergumènes. Nous avons un petit hérisson, un petit crapaud et une petite fourmi. Pour savoir qui est le plus proche de qui, et donc lesquels ont eu un ancêtre commun le plus récent, on va devoir faire d'abord ce qu'on appelle une matrice de caractères. J'explique plus tard ce qu'est un caractère, mais globalement, c'est un caractère, donc quelque chose d'observable sur un être vivant. On a dans la ligne les différents êtres vivants dont on souhaite tracer l'histoire évolutive, et en colonne les différents caractères. Il suffit juste de décrire l'état du caractère. On peut avoir des caractères binaires, donc présents ou absents, ou on peut avoir des états de caractère, par exemple le type de patte, patte articulée, membre chiridien, etc. Donc on construit une matrice. Avec cette matrice, on la passe dans un logiciel qui va tester toutes les hypothèses possibles de liens de parenté en minimisant les changements de caractère. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on a le moins de changements de caractère possible? Donc pour éviter que les pattes articulées apparaissent ici, puis disparaissent après, puis réapparaissent, puis disparaissent, puis réapparaissent. Puisque c'est très peu probable en évolution d'avoir un caractère qui disparaît et réapparaît plein de fois. C'est plus logique que ce caractère a été acquis une fois par un ancêtre et qu'il est présent chez tous les descendants de cet ancêtre. Après cette science un petit peu barbare, comment est-ce que je me suis pris pour construire cet arbre phylogénétique? Donc déjà le but ça n'a pas été de faire rentrer les créatures de Minecraft dans des groupes déjà connus. Je suis pas là pour dire est-ce que les poules de Minecraft sont bien des céphalopodes, c'est pas le sujet. Le sujet c'est de se mettre dans la peau du joueur qui voit toute la faune et la faune uniquement, j'ai pas fait la flore, la faune de Minecraft et qui essaye de faire des grandes familles avec cette faune. Dans Minecraft, on n'a pas encore inventé la génétique, ni la biologie du développement, donc on va pas pouvoir se baser sur des stades d'évolution de fœtus, on se basera uniquement sur des caractères observables. Donc aujourd'hui, lorsqu'on fait ça avec des êtres vivants, on fait ça avec la génétique. Alors, par contre, j'ai dû exclure certains mobs. On n'a pas pu prendre tous les mobs de Minecraft. Donc d'abord pour des contraintes de quantité, il y a une quantité énorme de mobs dans Minecraft. Et ensuite, puisqu'il y a des mobs, c'est pas pertinent de les classer dans un arbre phylogénétique. D'abord, les mobs qui sont non organiques. Je montre les exemples juste après. Les mobs qui n'apparaissent pas naturellement. Les variantes de mobs, donc tous les zombies, on les a regroupés ensemble, tous les squelettes, on les a regroupés ensemble. Et les états de développement des mobs. Depuis la mise à jour avec la grenouille, notamment, le tétard, c'est un mob différent dans les fichiers, mais c'est le même mob que la grenouille. Donc mob, c'est créature au cas où, je sais pas si je l'ai défini. Donc voilà la liste des mobs bannis. On a la mule qui n'apparaît pas naturellement, qui est un hybride entre un cheval et un âne, et ne peut pas se reproduire. Elle ne constitue pas une espèce à elle seule. Les gardiens, donc l'Elder Guardian ici en blanc avec les pics bleus et le gardien normal en bleu avec les pics oranges. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'on regarde le mot bestiaire, ce qui est un add-on, un document officiel qui est fourni par Mojang,
on peut voir des détails sur les différentes créatures du jeu, et notamment les gardiens, lorsqu'ils sont ouverts et disséqués par le scientifique qui écrit ce journal, qui est un petit peu du lore donc, de Minecraft. Il observe dedans aucun organe interne, mais uniquement de la poudre rouge, donc de la redstone. Donc oui, les gardiens sont en fait des machines construites précédemment. On dirait une théorie du complot, mais je vous assure que c'est vrai. Allez trouver un gardien et disséquez-le. Donc comme je vous l'ai dit, les variantes, le Wither qui n'apparaît pas naturellement, le Tétard qui est en état de développement, tous les Tropical Fish qui sont des variantes, le Wandering Trader qui est une variante du villageois, pareil pour le lama, et enfin les golems qui sont des machines inorganiques. Donc les caractères, comme je le disais, c'est les éléments qui sont observables et portés par les individus. Pour décider quel caractère on choisit, en priorité, on choisit des caractères qui sont physiques, puisque ça veut dire qu'ils sont tirés de la génétique, et donc que c'est héréditaire. C'est comme ça qu'on va pouvoir retracer les liens de parenté. Donc on utilise des caractères de Minecraft, donc par exemple le nombre de blocs qui composent le corps par exemple, mais aussi des caractères scientifiques pour faire tourner l'algorithme que j'ai utilisé afin de construire l'arbre du vivant. Des exemples de caractères. Ah oui, donc j'ai déjà dit, idéalement quelque chose de physique. Il doit concerner au moins 2 mobs pour être utile. S'il concerne un seul mob, ça ne nous donne pas d'indice sur son placement dans la phylogénie par rapport aux autres mobs. Donc il faut au moins 2 mobs concernés par un caractère pour qu'il soit utile. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, quelques caractères scientifiques un peu plus complexes pour bien faire tourner le logiciel. Des exemples. On a pris en compte la susceptibilité aux enchantements. Donc vous savez qu'il y a des créatures qui prennent l'effet Smite, il y a des créatures qui prennent l'effet Ban of Arthropods, qui visent donc les arthropodes, je vous apprends rien. Le nombre et le type d'appendice, c'est ce qui est le plus utilisé en phylogénie déjà actuelle, mais aussi de manière générale. Par exemple, vous connaissez peut-être le groupe des tétrapodes. Tétrapodes, ça veut juste désigner un ensemble d'êtres vivants qui ont 4 pattes, tétrapodes. Donc ça, c'est un caractère très important. Et enfin, on peut par exemple parler des poils qui recouvrent la peau ou les écailles. Aussi, pour décider quels caractères sont plus ou moins importants, on peut jouer sur le poids d'un caractère. On va dire au logiciel, si tu hésites entre tel ou tel caractère, prends celui-là en priorité dans ta phylogénie. Donc la matrice, voilà à quoi elle a ressemblé. Donc je vous avais montré un petit tableau au début. Celle-ci a 49 caractères, donc 49 colonnes pour 60 mobs, donc 60 lignes. Donc la matrice a été immense et réalisée dans l'espace d'à peu près 1 mois par du volontariat, par tous les membres de l'association qui s'y connaissent en Minecraft, à qui j'ai demandé assistance. Donc voilà, merci à eux d'ailleurs. Je ne les ai pas encore remerciés, donc merci beaucoup à eux. Cette matrice, ensuite, on l'a mise dans le logiciel Mesquite. Puis ensuite, on l'a passé dans le logiciel Pope qui va permettre de synthétiser l'arbre phylogénétique à partir de la matrice. Et enfin, on a obtenu ce que je vais vous montrer dans la slide juste après. L'arbre tant attendu. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Voilà donc l'arbre du vivant des créatures de Minecraft. Alors vous voyez, j'ai mis de la couleur pour voir les grandes familles. Vous connaissez peut-être pas ce format pour représenter un arbre, mais lorsqu'on a un immense arbre, c'est très difficile de tous les mettre au-dessus ou sur le côté, donc souvent on fait un cercle. Mais vous voyez, ça ressemble tout à fait à ce que vous connaissez peut-être sur les petits segments ici. Et justement, maintenant qu'on a montré cet arbre, on va passer sur quelques groupes très importants de cette nouvelle phylogénie et en détailler quels sont les caractères qui les réunissent ensemble. Donc j'ai appelé ça les groupes mobophylétiques. En phylogénie, on appelle ça normalement un groupe monophylétique qui signifie l'ensemble d'un ancêtre et tous ses descendants. Donc nous avons en premier les cubarthropodes. Les cubarthropodes, c'est un groupe qui rassemble les abeilles, les araignées, donc ils font leur propre sous-groupe, les arachnides, les cubarachnides, pardon. Et en dessous, nous avons le silverfish et l'endermite. Ils sont réunis par le fait d'être tous susceptibles à l'enchantement Bane of Arthropod et également d'avoir des pattes articulées. Donc pattes articulées pour ces 3 individus-là, mais aussi pas de pattes ici. Il y a eu une perte des pattes. Et donc, comme je l'ai dit, il y a le sous-groupe des arachnides qui est constitué de la spider et de la cave spider. Ensuite, nous avons les blaziformes. Alors les blaziformes, voilà ce que le logiciel m'a donné. Je vais vous montrer après une hypothèse de nouvelle phylogénie, étant donné qu'il y a probablement eu des erreurs dans la matrice à ce niveau-là. Donc ils sont définis par le fait d'avoir un corps composé d'un seul bloc qui est leur tête. Donc vous voyez, c'est le cas chez les slimes, c'est le cas chez les Breeze, Blaze et chez le Ghast. Ça, c'est leur caractère le plus important. Ensuite, ils ont un nombre de membres qui est multiple de 3. Donc ici, ça se voit pas, puisqu'il y a une perte des membres à ce niveau-là.
Mais ici, vous voyez que donc, le Blaze a 12 bâtons, le Breeze a 3 bâtons, et le Ghast a 9 tentacules, qui sont selon moi des bâtons modifiés. J'y reviens plus tard. On a également un sous-groupe qui est les Slymidés, donc qui est constitué de corps gélatineux. Sauf que le problème, c'est que voilà ce que je pense qu'on aurait dû obtenir normalement. En effet, le Shulker a aussi un corps gélatineux. C'est étrange qu'il n'ait pas été placé dans la même famille. Donc on aurait ici notre groupe des Slymidés et ici notre groupe des Blaziforms, ce qui semble une hypothèse beaucoup plus logique, avec beaucoup moins de pas d'évolution. Donc voilà, si on suppose que les tentacules du gars sont des bâtons modifiés, il peut se placer à ce niveau-là. Le Shulker au corps gélatineux, je l'ai dit. Et enfin, un caractère important, c'est que pourquoi ils sont regroupés ensemble ceux-là? Ils ont tous les trois la capacité de lancer des projectiles. Donc des boules de feu pour le Blaze, et pareil pour le Ghast, même si elles sont un petit peu différentes, et des Wind Charge pour le Breeze. Étant donné qu'ils ont chacun cette capacité de lancer un projectile, même si c'est légèrement différent, j'ai fait la supposition qu'ils possédaient tous un même organe dérivé, hérité d'un ancêtre commun. Donc en gros, il y aurait eu l'apparition de cet organe à peu près ici, chez cette lignée-là, et pas chez cette lignée-là. Ou alors il a été perdu. Ici, vous avez un ancêtre commun hypothétique, d'après les caractères que possédait l'ancêtre commun des Blaziformes. Donc c'est un dessin d'observation scientifique qui a été créé par Morgane Lelay, ici présente d'ailleurs. Donc voilà à quoi il devait ressembler. Il avait une tête avec un seul cube et des bâtons, comme type d'appendice. Donc voilà, peut-être que ceux-là se baladaient dans le Nether ou dans l'Overworld avant même que vous puissiez ouvrir le jeu, peut-être dans les versions bêta négatives, dans le cerveau de Notch peut-être. Nous avons ensuite les Draconidés. Les Draconidés, c'est un groupe qui ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les oiseaux et les reptiles. Donc ils sont définis par le fait d'avoir des écailles. Il y a juste une paire d'écailles ici, au niveau du fantôme, qui, selon moi, n'a pas d'écailles, puisque lorsqu'on l'élimine, il donne une membrane qui n'a pas l'air d'être recouverte d'écailles. Et ensuite, on a un sous-groupe, celui des oiseaux, défini par le fait d'avoir un bec. Donc là, bon, pas très fantaisiste, à part le fait que, bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que le plus proche parent de l'Under Dragon, c'est la tortue. Bon. Ancêtre commun hypothétique, qui possédait donc des ailes et un bec, il me semble. Donc voilà, on a encore une fois un dessin d'à quoi ressemblait, on dirait un petit peu Ptera de Pokémon, mais bon. Peut-être qu'il y avait un crossover dans le code des deux jeux dans un temps lointain. Enfin, un groupe qui nous intéresse beaucoup, hein, les humanoïdes. Les humanoïdes, c'est un groupe très 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 large et très divers, qui est caractérisé par sa capacité à utiliser des outils. Également, il y a 3 grands sous-groupes. On a les villagiformes, qui sont définis par le fait de faire du commerce, d'avoir un nez particulier, d'une forme particulière que tout le monde connaît, hein, on ne le présente plus, et des vocalises particulières. Des vocalises particulières du style « Nous avons ensuite le groupe des Examinidés. Alors eux, ils sont nommés en référence à un mode qui s'appelle Tomecraft. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs ici, mais petite référence, puisque j'adore ce mode. Vous avez donc nos morts-vivants qui sont dans ce groupe-là, qui sont susceptibles au fait d'avoir l'enchantement Smite et au fait d'avoir armes et armure, ce qui n'est pas le cas de certains autres. Par exemple, les villagiformes ne peuvent pas utiliser d'armure, alors que ceux-là peuvent l'utiliser. Donc l'ancêtre commun entre ce groupe-là en beige et ce groupe-là en vert foncé utilisait des armures. Et enfin, les avariciers, que j'ai nommés comme ça, c'est le groupe qui regroupe les Piglins et Steve, donc le joueur, puisqu'ils adorent l'or. On le sait très bien, on adore les choses précieuses. Je pense que c'est un point commun important qui est ancré dans notre neurobiologie. Et enfin, quelque chose d'assez rigolo, c'est que les chats et les oslots forment leur propre groupe, qui est défini par le fait de faire peur aux creepers. Ensuite, on va passer sur quelques mobs particuliers et emblématiques du jeu que j'ai pas encore cités pour voir où est-ce qu'ils se trouvent dans la phylogénie. D'abord, le Creeper. Donc, il vient, il se présente, il est un peu timide. Donc c'est une créature qui est beaucoup trop différente des autres et est très difficile à placer. Pourquoi? Parce que, d'après le mot bestiaire, encore une fois, sa reproduction se fait par spore. Or, une reproduction par spore, c'est quelque chose de très végétal ou champignon. C'est pas du tout quelque chose qui ressemble à la reproduction des autres mobs de Minecraft. De plus, on voit ici dans cette coupe transversale du Creeper qui possède des os et plein d'organes internes qui permettent de faire fonctionner un corps qui semble tout à fait animal. Donc l'hypothèse est que le Creeper est en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que c'est une plante qui se déplace et qui est capable d'exploser pour répandre ses spores. Je pense que c'est simplement un animal qui a acquis une reproduction par spore. Faites-en ce que vous voulez de cette information, elle existe.
Ensuite, nous avons l'Underman. L'Underman, c'est un humaniforme non humanoïde. Vous l'aviez pas vu dans le graphique dans l'arbre avec les humains, les morts-vivants, etc. C'est parce qu'il n'est pas dans le même groupe. Il y a un autre groupe juste à côté qui donc n'utilise pas d'outils et d'autres choses comme ça. Voilà. Pas de langage non plus. On sait qu'il y a des proto-langages lorsqu'on écoute les Underman. On sent qu'il y a une espèce de sens dedans. Il y en a peut-être qui savent déjà qu'on est capable de décoder certaines phrases Underman, mais pas toutes. Il est dans le sous-groupe des aliénidés, donc ce que j'ai regroupé comme étant les créatures qui sont humaniformes et qui ont des capacités un petit peu dérangeantes. Je ne sais plus exactement le caractère. En tout cas, il est regroupé avec le Warden. Ensuite, le Sniffer. Alors, le Sniffer, c'est un enfer phylogénétique. On a devant nous une grosse vache, mais qui pond des œufs, qui a 6 pattes et qui a des sabots. Bon, les sabots, ça vous paraît peut-être pas grand, mais c'est très important en phylogénie, les sabots. Donc c'est complètement bizarre. Ensuite, le pelage indique clairement une origine du Nether. On a ici, donc, dans les biomes de forêts rouges, j'ai oublié le nom exactement, les forêts rouges du Nether, on a clairement un animal qui est capable de se fondre dans le décor dans ce biome-là. Et l'espèce actuelle la plus proche, c'est le Skeleton Horse, d'après l'histoire phylogénétique. Donc vraiment, il y a probablement plus de recherche qui est nécessaire. Donc mes chers autres compatriotes de Minecraft, n'hésitez pas à me donner vos idées là-dessus une fois la conférence terminée. Et enfin, on va terminer par quelques caractères intéressants. Donc là, on a vu vraiment les espèces et leur regroupement. Mais là, on va parler un petit peu de caractères. Donc d'abord, il y a la mort-vivance. Alors la mort-vivance, c'est pas un caractère très défini, puisque c'est un caractère qui est observable, mais qui n'est pas utile phylogénétiquement, puisque c'est un assemblage de différents caractères que chaque mort-vivant va posséder ou non. Je vous donne des exemples. Le fait d'être sensible à l'enchantement smite, le fait de brûler au soleil, le fait d'avoir des effets de potions inversés, c'est-à-dire les potions de soins qui font des dégâts et les potions de dégâts qui soignent. Il y a une distinction entre la mort-vivance induite et innée. C'est-à-dire qu'il y a des créatures qu'on connaît uniquement à l'état mort-vivant et des créatures qu'on connaît à l'état mort-vivant et sain. Donc c'est un caractère qui est très très difficile à définir et à utiliser. C'est pour ça qu'il n'a pas été utilisé dans la réalisation de l'arbre. À part la sensibilité à l'enchantement, qui est très importante. C'est présent chez les ruminants, avec les chevaux zombies et squelettes. C'est présent chez les draconidés, avec les fantômes. C'est présent chez les humanoïdes, avec les morts-vivants. Donc vraiment, on est sur un caractère qui est vraiment pas facile à utiliser, mais très intéressant, de par son caractère inductible. Ensuite, il y a la téléportation. La téléportation qui a été acquise plusieurs fois par différentes créatures, sûrement sur une raison de pression sélective. On a probablement eu une pression sélective sur la vie dans l'end, qui est très difficile, puisque c'est des falaises qui sont très abruptes avec du vide mortel en dessous. Donc il n'est pas étonnant que différents groupes, donc les slimidés, les aliénidés, ont développé la téléportation comme méthode de survie, peut-être de façon différente. Alors, juste avant la fin, un petit mot, j'ai pas eu le temps de faire une slide là-dessus, peut-être que certains ont suivi l'actualité, on a eu les Happy Ghasts dans Minecraft. On a eu des petits ghasts joyeux qu'on peut trouver à l'état déshydraté dans le Nether et qu'il faut réhydrater dans l'Overworld. Donc ça, c'est extrêmement important et ça change un petit peu la phylogénie des Blaziformes. On aurait dans ce cas-là les Blaziformes avec uniquement les Blaze et les Breeze, et finalement, les ghasts seraient des cousins des poulpes. Et pour expliquer leur changement de nombre d'appendices et d'apparence, il en vient d'impliquer ça au Netherwart. Je m'explique. Beaucoup de créatures changent d'anatomie lorsqu'elles vont dans le Nether. Au début, je pensais que c'était dû à une origine commune des créatures du Nether, mais en fait non. Je pense que certaines créatures ont colonisé le Nether et ensuite été modifiées par les créatures qui y vivent, notamment les Netherwarts. Les Netherwarts sont des bactéries ou des champignons qui vont pouvoir faire du transfert de gènes horizontal, c'est-à-dire donner certains de leurs gènes aux créatures qui colonisent le Nether. Tout ça pour dire quoi? Un poulpe est tombé dans un portail du Nether et c'est devenu un ghast. Merci pour votre attention. Merci Nathan. On peut passer peut-être à un petit échange avec le public. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je pourrais juste faire un remerciement que j'ai oublié de faire d'abord? Le superbe diaporama avec toutes ces animations a été fait par Ita, donc merci beaucoup à elle pour tout ce qu'elle a fait pour le diaporama. Aussi les collègues du Master MEF pour l'aspect scientifique et le soutien, et ensuite les membres de PSU pour le festival, la relecture et la participation à la récolte de données sur les mobs de Minecraft. Merci à tout le monde. Une question.
Bonjour, merci beaucoup. C'était super intéressant de voir à quel point tu as pu aller loin là-dedans. Je savais pas jusqu'où on pouvait aller en termes de profondeur. Déjà, est-ce que tu penses que tu as terminé ton voyage sur ces recherches dans Minecraft? Non, oui. Et puis, est-ce que tu réfléchis à d'autres jeux dont il pourrait être intéressant d'établir ce genre de schéma? Merci beaucoup pour ta question. Alors pour ce qui est du fait, est-ce que j'ai terminé? Alors je voulais justement faire une deuxième version beaucoup plus élaborée à ce festival. Malheureusement, entre-temps, j'ai eu mon CAPES, je fais partie de l'éducation nationale, et j'ai beaucoup moins de temps... J'ai eu beaucoup moins de temps à donner à la présentation, et il y a un deuxième facteur, c'est qu'un an d'écart, c'est pas tout à fait suffisant pour proposer un nouvel arbre qui a beaucoup de choses inédites et nouvelles à présenter. Donc peut-être que justement, d'ici l'année prochaine, on pourra avoir plus de mises à jour, plus de nouveautés, des nouveaux mobs à placer dans cet arbre, et présenter une deuxième version qui est vraiment plus riche. Ensuite, pour ce qui est des autres choses dont je voudrais faire des arts phylogénétiques, très très bonne question. Puisque, en effet, je comptais potentiellement faire ça sur d'autres jeux. Donc j'avais pensé à Subnautica. On a beaucoup d'aliens qui sont très intéressants. Mais une autre idée m'était venue, c'était le projet de cette année que j'ai pas eu le temps de mettre en place. On peut faire de la phylogénie avec d'autres choses que des êtres vivants. On peut faire ça avec des techniques. Il y en a qui font ça avec des mythologies, des récits. C'est-à-dire qu'on peut être capable de... Vous voyez, quand je vous ai dit par exemple un caractère, ça peut être le nombre de pattes. Eh bien, quand on fait de la phylogénie de récit, on peut dire un personnage, c'est un caractère. Si ce personnage est présent là, ça veut dire que ce récit provient d'une origine géographique ou en tout cas de conteurs qui sont très proches. Donc, je comptais faire ça avec les jeux vidéo et notamment les roguelikes. J'aime beaucoup les roguelikes et je comptais faire une phylogénie des roguelikes, donc peut-être que d'ici un an ou deux, je présenterai une phylogénie des différents roguelikes. Comment classer les roguelikes? La définition roguelike, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat, donc je comptais trancher avec de la science, donc ça peut être un sujet pour une prochaine conférence, tout à fait. Une autre question? Sinon, moi j'ai une question. À un moment, tu as séparé dans les humanoïdes les villageois des autres et tu as dit que l'une des caractéristiques qui les séparait, c'était leur capacité à commercer. Mais c'est pas une caractéristique plus sociale. Et du coup, est-ce qu'une caractéristique sociale, ça permet de séparer des espèces? Tout à fait, c'est une très très bonne question. Donc en priorité, tu as raison, on préfère utiliser des caractères qui vont être physiques. Mais quand on ne peut pas, on peut utiliser des comportements. Le raisonnement est le suivant, si ces êtres vivants-là sont capables d'un tel comportement, il peut y avoir une base neurologique. Donc c'est un premier argument pour utiliser un critère social ou comportemental. Et deuxièmement, les comportements peuvent aussi faire l'objet d'une phylogénie. On a par exemple une population de singes, je ne saurais plus dire c'est quelle espèce de singe et à quel endroit dans le monde, mais qui a acquis la capacité de laver certains des aliments avant de les consommer. Et ça, c'est une femelle, on a pu savoir qui a développé ce comportement. C'est une femelle du groupe qui a commencé à laver, comme ça a plu, les singes ont peut-être compris que c'était plus agréable à manger ou ont juste adopté ce comportement parce que c'était peut-être une femelle qui avait une position importante dans le groupe. Dans tous les cas, ce comportement a été adopté et donc si on a un singe qui adopte ce comportement, on sait qu'il provient de ce groupe-là. Donc en fait, on peut aussi utiliser quelques caractères non morphologiques pour faire une phylogénie, mais c'est quand même des caractères qui ont une robustesse un peu moins forte, en effet. Ok, merci. Une question. Je me demandais, t'as pas du tout utilisé comme caractéristique tout ce qui était en lien avec les biomes ou avec les différentes dimensions. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Tout à fait. En fait, les biomes, alors la dimension, c'est une très bonne question, et du coup, c'est parce que c'est un petit peu compliqué de... On pourrait essayer de faire un arbre uniquement Nether et uniquement Overworld et voir si ça change les résultats et si ça donne pas une phylogénie plus logique. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait conclure sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur est-ce qu'il y a eu des colonisations successives du Nether ou est-ce qu'il y a une origine commune à toutes les créatures du Nether. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas sûr, mais les indices tendent plus vers des colonisations successives, auquel cas, du coup, l'origine du Nether n'est pas très intéressante, puisque tous les animaux qui sont dans le Nether viennent de base de l'Overworld. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas de lien de parenté spécifique. Et pour ce qui est de l'environnement, donc c'est intéressant. En fait, c'est pas si informatif que ça, le milieu de vie. On peut par exemple prendre l'exemple de l'océan. Actuellement, dans les mêmes côtes, on peut retrouver des mammifères marins, les cétacés, donc dauphins, baleines, orques. On peut retrouver des algues, on peut retrouver des poissons, on peut retrouver des crustacés, on peut retrouver des cnidaires, donc tout ce qui va être méduses, anémones de mer. Et en fait, tous ces êtres vivants-là vont vivre dans un même milieu, mais n'ont aucun lien de parenté entre eux. Enfin, ils en ont aucun. Ils en ont des très anciens. Ils ont des liens de parenté qui sont très 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 anciens, et donc ça fait pas de sens de dire que l'anémone est très proche du dauphin parce qu'ils vivent dans le même milieu. En fait, c'est juste que chaque grande famille va adapter ses propres, va développer ses propres caractères
pour résister à l'environnement. Donc par exemple, les mammifères marins ne sont pas capables de respirer sous l'eau. Or, donc parce qu'ils avaient des poumons à l'origine, les baleines, les cétacés, ils ont une origine terrestre, des mammifères terrestres. Ils ont développé non pas des branchies pour respirer sous l'eau, mais une capacité d'apnée très très forte. Donc ils ont répondu aux mêmes contraintes d'un milieu, c'est-à-dire puiser du dioxygène dans le milieu, et tous les êtres vivants, tous les animaux doivent faire ça. Eux, ils l'ont fait par le fait de retenir de l'air, donc le air qui est plus riche en dioxygène que l'eau, dans leurs poumons, plutôt que d'autres poissons qui ont une stratégie de avoir des branchies, donc un appareil différent qui permet de capter directement le dioxygène dans l'eau. Donc c'est surtout sur les caractères morphologiques. Donc là, la différence poumon-branchie montre une différence dans les ancêtres, tandis que le fait de vivre dans un milieu marin, pas tant que ça. Ça répond à ta question ? Une autre question ? Salut, merci, c'était une super présentation. Il y a quelque chose à dire sur les plantes, sur les champignons de Minecraft. Tu as essayé aussi de faire cet exercice sur ça? Alors c'est une très bonne question. Ce serait hyper intéressant de le faire. En fait, pourquoi je l'ai pas fait? Donc déjà, ça rajoutait énormément de travail. Ça ferait, enfin, le logiciel. Après, il tourne pendant. Là, il avait tourné déjà pendant 24 heures presque pour faire cet arbre-là. Après, on n'avait pas un très bon PC sur lequel on l'a fait tourner. Les plantes de Minecraft sont beaucoup moins intéressantes selon moi, puisqu'on a beaucoup moins de choses originales. Quasiment toutes les fleurs de Minecraft, c'est des fleurs qui existent dans la vraie vie. Toutes les plantes de culture, pareil. Enfin, si je vous disais, en fait, la patate est plus proche de la carotte. Enfin, bon, c'est quelque chose de moins intéressant. Donc, j'ai moins mis en avant. Je trouvais ça plus intéressant de voir ça avec les créatures fantastiques. Donc, c'est surtout pour ça. De mémoire, oui, il y a pas du tout de plantes originales, à part peut-être les récentes pour les Firefly, pour les lucioles. Il y a des plantes un peu originales, mais sinon, à la limite, on pourrait faire avec la végétation du Nether, ça peut être intéressant. Une dernière question. Ah, Bonjour. Bonjour. J'ai une question sur la. En fait, le creeper, ça m'a intrigué parce que le fait qu'il ait des critères animaux et aussi des trucs de champignons. Au début, moi, ma théorie, avant que tu répondes sagement, beaucoup plus sagement que moi d'ailleurs à cette question, c'était est-ce que ça peut pas juste être un animal mais qui se fait parasiter par un champignon et ou une symbiose? Est-ce que ça marcherait qu'un animal soit en symbiose avec un champignon pour se reproduire? Ça peut exister? C'est une remarque super intéressante et super pertinente. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais ça peut tout à fait être le cas. Après, c'est pas exploitable puisque on n'a pas de microscope, donc je peux pas prendre une cellule de creeper et l'observer au microscope pour voir tiens, il y a un agent exogène dans la cellule de creeper. Donc c'est pas vérifiable, mais c'est une hypothèse tout à fait pertinente puisqu'on observe ça dans le monde vivant. Vous connaissez sûrement The Last of Us. Dans The Last of Us, il y a le champignon Cordyceps qui infecte différentes personnes. Il infecte ça probablement pour sa reproduction puisqu'il est inspiré du Cordyceps qui existe dans la vraie vie, dans les jungles, dans une jungle tropicale, je sais plus laquelle exactement. On a ce champignon-là qui vient parasiter des insectes. Lorsque les insectes sont parasités, il va influencer leur comportement. Il va leur demander plusieurs choses. D'abord, de grimper dans un point en hauteur. Puis, de planter leurs mandibules aussi fort que possible, de ne jamais les desserrer. Donc imaginez-vous avoir une mâchoire qui se ferme de force sans pouvoir rien faire, puisque c'est le champignon qui prend le contrôle du système nerveux pour donner cette instruction-là. Et une fois que l'insecte va être fixé, eh bien, le champignon va lentement le digérer, se servir de sa matière organique pour pousser et répandre ses spores. Donc vu qu'il s'est mis en hauteur, il va les répandre plus efficacement dans le milieu et donc retomber sur d'autres fourmis pour faire ce cycle-là. Donc l'hypothèse est tout à fait intéressante. On pourrait avoir, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit trouver des creepers à l'état naturel qui ne sont pas parasités et qui n'auraient peut-être du coup pas la capacité d'exploser. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle est induite par le champignon. En vrai, ce serait possible. Ça voudrait dire que le champignon, il sécrète petit à petit des molécules qui permettent de faire une explosion dans une poche spéciale, et ensuite il fait exploser le creeper. Ce serait très cruel, peut-être même plus cruel que le Cordyceps de The Last of Us, mais c'est possible. Mais je verrai plus jamais Minecraft pareil, donc je veux pas y croire. merci beaucoup Nathan pour cette conférence, on peut l'applaudir. Merci à vous.